deux types de contraintes, les contraintes circonstancielles et les contraintes non circonstancielles. Les contraintes circonstancielles désignent une obligation de faire telle chose dans le cas où on entreprend telle action. Exemple, être obligé de mettre un casque si on entre dans un espace dont le règlement intérieur oblige au port du casque. Nous considérons que ces contraintes peuvent être légitimes parce que le citoyen ne subit pas une obligation préalable d'engager la première action. Les contraintes non circonstancielles, que nous appelons obligation de faire en dehors de toute contingence, désignent une obligation de faire telle chose sans avoir engagé d'action préalable ou en étant immobile dans son espace privé. Exemple, donner une partie de son patrimoine pécuniaire à l'État, impôts, taxes, exposer sa vie au danger de mort, conscription. Nous considérons que ces contraintes ne sont pas légitimes parce qu'elles s'exercent sur le citoyen sans aucune contrepartie négociée. Notre réflexion sur les limites de la loi nous a amenés à intégrer un autre paramètre, celui de l'espace dans lequel elle s'applique. En effet, l'impact d'une nuisance dans un espace privé ne peut être traité de la même façon que dans un espace public. Plus précisément, nous affirmons que les restrictions apportées à la liberté individuelle peuvent ne pas être identiques selon que l'action humaine se déroule en milieu collectif ou individuel. Or, cette distinction entre les deux espaces n'est pas prise en compte dans la Constitution actuelle, ce qui permet notamment d'appliquer au domaine privé de nombreuses lois conçues en principe pour le domaine public, ou d'affecter indistinctement une loi à n'importe quel type d'espace. À partir de ce raisonnement, nous avons été amenés à distinguer trois types d'espaces. L'espace privé ou individuel, l'espace public ou collectif naturel, l'espace public ou collectif optionnel. L'espace privé ou individuel. Cet espace correspond très exactement à la notion juridique actuelle de propriété privée, que celle-ci appartienne à un individu isolé ou à un groupe d'individus. Il est important de noter que la défense et le respect de la propriété privée sont solennellement affirmés dans la Déclaration des droits de l'homme. Ce rappel n'est pas inutile au regard de l'intrusion de plus en plus importante de la loi collective dans l'espace privé. Nous rappelons également que l'entreprise individuelle constitue juridiquement un espace privé et que tout établissement, magasin, restaurant, bureau, salle de spectacle, etc., qui appartient à un individu ou individu associé, devrait logiquement relever de l'espace privé. De ce fait, nous rejetons la notion administrative d'ERP, établissement recevant du public, qui, en soumettant les lieux privés au règlement intérieur des lieux publics, introduit une juridiction de droit exorbitant. Dans la Constitution nouvelle, le gestionnaire d'un espace privé doit pouvoir établir lui-même tout règlement intérieur, restreignant la liberté et subordonner l'admission dans son espace au respect de ce règlement par tout individu souhaitant y pénétrer de son plein gré. Subsidiairement, ce règlement intérieur ne doit pas contrevenir aux dispositions de la loi générale. L'espace public naturel. Cette appellation désigne tout espace appartenant à la collectivité nationale, c'est-à-dire tous les citoyens à parts égales,
et dont l'utilisation est rendue obligatoire pour l'exercice de la liberté fondamentale d'un individu, c'est-à-dire celle de son déplacement. Cet espace est donc dénommé naturel, dans la mesure où celui qui y pénètre n'a pas d'autre choix que d'y pénétrer pour exercer cette liberté de déplacement étant considérée comme un droit naturel donné à chaque citoyen. Cet espace public naturel représente essentiellement le réseau de communication routier et urbain, voire fluvial et aérien. Dans la Constitution nouvelle, un espace public naturel ne peut faire l'objet de règlements intérieurs. Seule s'applique la loi générale. L'espace public optionnel. Cette appellation désigne tout espace appartenant à la collectivité nationale, c'est-à-dire à tous les citoyens à parts égales, et dont l'utilisation n'est pas rendue obligatoire pour l'exercice de la liberté fondamentale de déplacement des citoyens. Cet espace est donc dénommé optionnel dans la mesure où celui qui y pénètre choisit de le faire en toute connaissance de cause et, inversement, peut choisir de ne pas y pénétrer. C'est précisément cette non-obligation d'utilisation, d'un point de vue objectif ou juridique, qui va déterminer le caractère optionnel de l'espace collectif. À titre d'exemple, un musée, une piscine, des monuments publics sont des espaces publics optionnels. Dans la Constitution nouvelle, le gestionnaire d'un espace collectif optionnel peut établir lui-même tout règlement intérieur restreignant la liberté individuelle et subordonner l'admission dans son espace au respect de ce règlement par tout individu souhaitant y pénétrer de son plein gré. Subsidiairement, ce règlement intérieur ne peut contrevenir aux dispositions de la loi générale. Dans la Constitution nouvelle, la loi générale doit donc cohabiter avec des règlements intérieurs spécifiques à chaque type d'espace citoyen considéré. Il est à noter que ces principes fondamentaux, aussi bien dans le domaine de la loi d'interdiction que de la loi d'obligation, conduisent à restreindre significativement les domaines de l'activité humaine où la loi générale peut s'exercer. Par induction, il vise à réduire globalement le nombre de lois inscrites dans le corpus législatif. Dans la Constitution nouvelle, la loi ne peut créer une obligation de faire, en dehors de toute contingence. Par ailleurs, la loi générale doit cohabiter avec des règlements intérieurs spécifiques à chaque type d'espace citoyen considéré. C'est le troisième point de rupture avec le système actuel. L'objectif du Parti pour l'après-croissance est de faire en sorte que ce programme pour une société de la